Et c'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, monsieur. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Ah ouais, mais parfois il faut aussi un peu aller à la recherche de l'argent. Est-ce d'ailleurs ce que fait actuellement le rugby à 7? C'est une saison charnière pour le rugby à 7, je le disais, puisqu'il y a en point d'orgue à la fin de cette saison, eh bien les Jeux Olympiques du côté de Paris, évidemment, vous le savez, donc de la France avec eh bien ces Jeux Olympiques. Mais d'abord, il y a un nouveau format dans cette saison de mondiale de rugby à 7 avec une sorte d'uniformisation. Mais d'abord, revenons sur un point précis. Philippe Spanghero, quel était l'ancien format et quels changements ont été effectués cette année? Alors, l'ancien format, c'était 16 équipes dans la première division de ce championnat mondial de rugby à 7 qui s'affrontaient sur 12 étapes. Et on a réduit les deux, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre d'équipes, on est passé de 16 à 12 et on a réduit le nombre d'étapes, passé de 12 à 8. C'est notamment pour ça que la France en pâtit et que l'étape de Toulouse n'existera plus en 2024. Et donc voilà les principaux changements auxquels on fait face aujourd'hui dans cette évolution du rugby à 7 mondial. Moins de dates, moins d'équipes et plus d'harmonisation avec eh bien des hommes et des femmes qui sont lotis de la même façon, parce que ça, ce que tu détaillais, c'était pour les hommes, mais pour les femmes, c'était un circuit mondial. Restons encore un tout petit peu sur le passé, qui était quand même maigrelet, qui n'était pas au niveau de ce que proposaient les hommes. C'était une anomalie quand même, Philippe. C'était une anomalie puisque dans le sens de l'histoire, de toute façon, on est sur une homogénéisation des rapports entre les hommes et les femmes, notamment dans la dimension financière. On sait aujourd'hui que c'est très dur dans la dimension économique d'offrir aux filles l'équivalent de ce qu'ont les garçons, puisque à elles seules, elles génèrent malheureusement encore moins de revenus, puisque un peu moins d'engouement en billetterie, un peu moins de droits télévisés. Et donc, l'intérêt, c'était d'harmoniser ça et de permettre aux filles de jouer sur les mêmes étapes que les garçons pour mutualiser les budgets et pour offrir aux filles un traitement digne de ce nom. Ça répond à quelle logique économique? Est-ce que par ces changements-là, le rugby à 7 va chercher peut-être plus d'argent, va chercher des partenaires? Quelle est la logique globale de tout cela? Alors en temps 2, la finalité, elle est claire, c'est d'avoir un produit qui soit encore mieux valorisable financièrement, mais ça va se faire dans le temps. Il fallait rendre ce circuit beaucoup plus impactant d'un point de vue de l'attrait sportif et de l'image. Aujourd'hui, on le voit, les villes qui ont été choisies, ces 8 étapes, ce sont des grandes villes dans des pays qui n'ont pas forcément de culture rugby, mais qui ont la capacité à générer de grandes fêtes populaires. Donc pour l'image de ce sport, c'est très intéressant et très valorisant pour les sponsors, puisqu'on est dans de grandes villes avec des stades pleins, avec de belles hospitalités, avec du spectacle. Donc tout ça, ça sert à renforcer l'attrait du produit. Et clairement, à horizon 3 ans, l'ambition, c'est de beaucoup mieux valoriser ça d'un point de vue du naming, même s'il y a déjà HSBC depuis très longtemps et qu'on est déjà sur des montants élevés. Mais c'est encore d'aller chercher de nouveaux revenus en sponsoring, en naming, en billetterie et en droit télé. Oui, avec, tu le disais, donc les 8 étapes, Dubaï, le Cap, Perth en Australie, Vancouver au Canada, Los Angeles aux États-Unis. D'ailleurs, Vancouver, Los Angeles, ça devrait être 2 étapes qui pourraient être jouées par Antoine Dupont. Ensuite, eh bien, il y a Hong Kong en avril, Singapour en mai et puis Madrid en juin. Et puis c'est plutôt intéressant. Tu parlais d'HSBC en l'occurrence, qui est le partenaire titre et qui est totalement impliqué puisque voilà. HSBC, si je ne suis pas fou, c'est Hong Kong, Singapour, Banking Corporation, quelque chose comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a Hong Kong et Singapour, bien les tournois les uns après les autres au courant avril et mai. Quand on regarde aussi, il y a moins d'équipes, comme tu le disais, on est passé de 16 à 12.
est-ce que on va pas vers un côté un peu élitiste de ces circuits mondiaux de rugby à 7 ? Pourquoi fermer la porte à de grosses nations ? Puisque quand même, quand tu passes de 16 à 12, il y en a 4 que tu mets dans la charrette. Et la charrette, en l'occurrence, c'est une deuxième division, puisqu'il y aura ensuite un système de montée-descente. Mais là, ça va faire du mal à des fédérations quand même, Philippe, cette histoire. Ouais, parce qu'en réalité, en fait, on parle de 8 étapes, mais c'est 7 plus 1. Puisque c'est à l'issue des 7 premières étapes que se fait le classement des 8 premières équipes qui joueront ces grandes finales à Madrid, pour retrouver un format qui ressemble un peu aux Jeux Olympiques et habituer les équipes à ces échéances olympiques qui se dessinent tous les 4 ans. Donc c'est plutôt 7 et 1. Alors, pour répondre à ta question, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que, en plus, il est plus difficile à résoudre à 7 qu'à 15, parce que à 7, il y a une plus grande homogénéité géographique d'équipes quand même. Il y a toutes les grandes nations du 15 qui sont capables de performer, mais au-delà de ça, il y a l'Espagne, il y a le Kenya, il y a le Portugal, il y a le Canada, il y a les États-Unis, et donc le choix est plus difficile à faire. Donc ça renforce l'attrait aussi de cette deuxième division, et donc à l'issue de cette 7e étape, de cette période de montée-descente, qui va renforcer le niveau encore entre ces deux divisions, et qui doit renforcer l'attrait sportif et économique. Et justement, pour clôturer sur tout cet aspect de cette nouvelle organisation, comme tu le disais en préambule, la France a perdu son étape, qui était à l'époque à Jean-Bouin et qui était ensuite à Toulouse. Est-ce que c'est un coup dur pour la Fédération française de rugby ? Et est-ce que cette perte est définitive, selon toi, Philippe ? Alors, c'est jamais définitif, puisque c'est les 8 villes mondiales qui accueillent ce circuit sont amenées à évoluer. Par contre, il faut donner des garanties à World Rugby, et force est de constater qu'on n'a pas été capable de les donner en France. Alors, est-ce que c'est un coup dur pour la fédération ? J'ai envie de dire en termes d'image plus que d'un point de vue économique, parce que les retombées économiques, elles sont quand même limitées encore, et c'est ce qui fait certainement que la France a perdu son étape, parce qu'on voit qu'on a du mal à générer l'engouement, qu'ils sont capables de générer de grandes villes comme Dubaï, comme Vegas, comme Hong Kong. Donc, c'est clair qu'il faudra qu'on évolue dans cette culture du 7, et c'est en ça qu'on en parlait tout à l'heure, que ces Jeux Olympiques en France, avec la tête d'affiche que va représenter Antoine Dupont, va être vraiment importante, puisqu'on a besoin de renforcer l'engouement et l'attrait du public pour cette discipline ici en France. Alors là, j'amène tout le monde autour de la table pour la partie débat. Alors je rappelle les groupes pour ce Sevens World Series de Dubaï qui commence donc ce samedi. Nouvelle-Zélande, Samoa, Canada, Afrique du Sud dans le groupe A. Dans le groupe B, Argentine, Australie, Espagne, Irlande. Et dans le groupe C, Fidji, France, États-Unis, Grande-Bretagne. Ça, ce sont pour les hommes. Je rappelle aussi les modalités pour se qualifier. Eh bien, les premiers et deuxièmes se qualifient. Donc, on a de facto 6 équipes qui se qualifient. Il faut 2 autres équipes. Eh bien, ce sont les 2 meilleurs troisièmes qui parviennent donc à se qualifier pour les quarts de finale. Quel objectif pour l'équipe de France à 7 pour cette étape de Dubaï ? Quels résultats vous satisferait, Antoine Mazère? Une sortie de poule déjà, donc c'est un quart de finale de Cup. Ce serait déjà satisfaisant. Bah oui, parce que on sait que cette nouvelle formule du Dubai Sevens et notamment du World Series, elle laisse quand même très peu de place à la sortie, à la concurrence, et quand on voit la poule, notamment de l'équipe de France avec les Fidji, les États-Unis, la Grande-Bretagne, on sait que sur le rugby à 7, bon, l'équipe de France et les Fidji vont être un petit peu plus favoris, mais ça reste quand même très compliqué. Je trouve que la poule est très très homogène. Adrien Badi, est-ce que toi aussi une sortie de poule, une qualification en quart serait déjà satisfaisante pour toi ou tu espères plus? Moi, minimum sortie de poule. Après, je pense qu'à partir des quarts, on peut espérer plus. Ouais, on peut espérer plus. Philippe Spanghero, ton avis? On peut espérer plus. On peut espérer plus aussi qu'une sortie en quart. On rappelle que l'équipe de France a fait pas mal de demi-finales la saison dernière. Quatrième l'année dernière dans le même tournoi. Hein. Quatrième effectivement dans le même tournoi. Historique aussi. Oui, mais bon, ils ont dit qu'ils espéraient faire mieux. Donc on peut espérer une demi déjà.
Une demi pour Quentin Cavanis. Chez les filles, on a exactement le même principe. Ça c'est super parce qu'avec l'harmonisation, ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Avec donc 12 équipes qui sont dans ce tournoi féminin à Dubaï. Je donne les poules. La poule A, Fidji, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Afrique du Sud. C'est costaud. La poule B, Irlande, Australie, Brésil, Japon. Et puis la poule C, Espagne, États-Unis, France, Canada. Ça commence ce samedi, bien évidemment. Quel objectif pour l'équipe de France féminine, Quentin Cabanis? Elles veulent gagner. Donc on va dire à demi-finale aussi. Demi-finale aussi. Au minimum pour toi, pour Quentin. Adrien Badi. Ouais, je vais suivre Quentin, je vais suivre le divin chauve. Donc objectif demi-finale. Antoine Mazère. Finale pour les filles qui devraient sûrement rencontrer les aussi de l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ça va se jouer entre ces trois équipes de toute façon. Et pour toi, Philippe Spanghero? Finale aussi. Finale aussi. Et ça montre un petit peu quand même les attentes qu'on a pour cette équipe de France féminine à Dubaï. Le groupe, donc il est incroyable. Le groupe, il est exceptionnel. Le groupe est extrêmement intéressant. Espagne, États-Unis, France, Canada. De toute façon, maintenant, on n'aura que des groupes difficiles. Enfin, je veux dire, avant, on avait un petit frisson en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, pour le coup, il y aura toujours que du lourd. Peut-être que chez les filles, avoir le Brésil et le Japon dans le même groupe sera, on va dire, un peu plus soft. Mais c'est chez les garçons, en tout cas, ce sera toujours extrêmement relevé. Quand tu prends l'Australie et l'Argentine dans la même poule, c'est très, 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 très compliqué pour s'en sortir. Voilà donc pour cette chronique autour de cette nouvelle saison de rugby à 7.